Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice sur la continuité. Vous trouverez le sujet en format PDF dans le descriptif de la vidéo, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. L'énoncé bruit d'un avion. Paul se promène sur la dune du Pilat lorsqu'il aperçoit au loin un avion qui se dirige dans sa direction. L'intensité du bruit de l'avion en décibels est modélisée à l'instant x en secondes par f de x égale 40x facteur d'exponentielle moins 1 sur 50x au carré pour tout réel x de l'intervalle 0,20. C de f est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. Question 1. Justifiez tous les éléments du tableau des variations de la fonction f sur l'intervalle 0,20, fermé en 0, fermé en 20. Vous avez le tableau de variation. Question 2a. Démontrer que l'équation f de x égale 90 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0,5, fermé en 0, fermé en 5. Placez le réel alpha sur le graphique donné en annexe. Alors l'annexe est tout en bas et donc on vous a représenté la courbe représentative de la fonction f. 2b, on admet que l'équation f de x égale 90 possède une solution unique notée bêta dans l'intervalle 5,20, ouvert en 5, fermé en 20. Placez le réel bêta sur le graphique donné en annexe. Justifier que bêta est strictement compris entre 7,94 et 7,95 à l'aide d'une calculatrice. Petit c, on admet que alpha est strictement compris entre 2,56 et 2,57. Déterminer un encadrement de bêta moins alpha. Question D, pendant environ combien de temps arrondi à 0,1 secondes, l'intensité du bruit de l'avion est-elle supérieure ou égale au seuil de tolérance de l'oreille humaine, fixé à 90 décibels. Alors pour la petite histoire, en fait, cet exercice, il m'est venu parce que il y a quelques années, j'étais en vacances avec mon fils et sa maman sur la dune du Pilat, et puis il y a un avion qui est passé, et puis voilà. Voilà ce que ça a donné. Bon, évidemment, j'ai modélisé ici l'intensité du bruit de l'avion par une certaine fonction pour que ça puisse donner des choses intéressantes. À mon avis, mon humble avis. Correction, question 1. Justifier tous les éléments du tableau des variations de la fonction f sur l'intervalle 0,20, fermé en 0, fermé en 20. Alors, je vous redonne le tableau de variation de l'énoncé, et puis on va commencer par calculer, par exemple, les images de 0, 5 et 20. Alors, f de 0, c'est 40 fois 0 fois exponentielle moins 1 sur 50 fois 0 au carré, puisque f de x était 40x multiplié par exponentielle moins 1 divisé par 50 de x carré. Bon, on obtient forcément 0, puisqu'un des facteurs équivaut 0. f de 5, 40 fois 5 multiplié par exponentielle moins 1 sur 50 multiplié par 5 au carré. Alors 40 fois 5, on obtient 200. Et puis exponentielle de moins 25 sur 50 donne exponentielle moins 1,5. Ce qui nous donne 200 divisé par exponentielle 1,5 par propriété algébrique de l'exponentielle. Exponentielle moins t est égal à 1 sur exponentielle t. Et puis exponentielle 1,5, c'est racine carrée de e, donc on obtient bien 200 divisé par racine carrée de e, qui vaut environ 100,121. f de 20, 40 fois 20, multiplié par exponentielle moins 1 sur 50 fois 20 au carré. Alors 40 fois 20, ça va nous donner 800. Et puis pour exponentielle de moins 1 sur 50 multiplié par 20 au carré, 20 au carré c'est 400, divisé par 50 ça fait 8, exponentielle moins 8. Donc 800 multiplié par exponentielle moins 8, et donc 800 divisé par exponentielle 8. Donc on a déjà vérifié les images données dans le tableau de variation. Passons maintenant au signe de la dérivée. Alors, pour tout réel x de l'intervalle 0,20, fermé en 0, fermé en 20,
f de x, c'est 40x multiplié par exponentielle moins 1 sur 50x carré. Donc, on reconnaît ici un produit. On va appeler 40x u de x. On va appeler exponentielle moins 1 sur 50x carré v de x. Comme f est égal à uv, f' sera égal à u'v plus uv'. Alors, u de x, c'est 40x. Donc, on obtient u' de x égale 40. V de x, c'est exponentielle moins 1 sur 50x carré. Donc, c'est de la forme exponentielle W. La dérivée d'exponentielle W, c'est W' exponentielle W. Et donc, on va obtenir V' de x égale moins 1 sur 50 multiplié par 2x, qui est la dérivée de W, exponentielle moins 1 sur 50x carré. Alors, en simplifiant, on va obtenir moins 1 sur 25x, multiplié par exponentielle moins 1 sur 50x carré. Alors, je donne pas toujours dans mes corrections la démarche ici, vous pouvez toujours la faire. En général, je dérive directement. Et donc, en dérivant directement, le petit f' de x égale 40, multiplié par exponentielle moins 1 sur 50x carré, plus 40x multiplié par moins 1 sur 50, multiplié par 2x, multiplié par exponentielle moins 1 sur 50x carré. Alors, on voit assez facilement qu'on va pouvoir mettre 40 en facteur et aussi exponentielle moins 1 sur 50x carré, ce que j'ai fait la ligne du dessous. Alors, facteur 2, 1, moins, et puis 2x sur 50, ça donne moins 1 sur 25x carré, parce qu'ici, il y a aussi un x, attention. Alors, je vais mettre tout au même numérateur concernant la parenthèse. Ça va nous donner 25 moins x carré divisé par 25. Et puis, j'ai donc considéré 40 divisé par 25, c'était 8 cinquièmes. Bref, on obtient f' de x égale 8 cinquièmes, 25 moins x carré, exponentielle moins 1 sur 50 x carré, qu'on peut encore factoriser, puisque 25 moins x carré, on doit reconnaître une entité remarquable, 5 plus x facteur de 5 moins x, et donc multiplié par 8 cinquièmes et multiplié par exponentielle moins 1 sur 50x carré va donner f' de x. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'étude du signe. Alors, on sait que 8 cinquièmes est strictement positif, exponentielle moins 1 sur 50x carré aussi. Et ici, comme x appartient à l'intervalle 0,20, 5 plus x va être aussi strictement positif. Et donc, la dérivée de f va avoir le même signe que 5 moins x. Petite résolution. Existe-t-il des valeurs de x telles que f' de x soit strictement positif? Ça voudrait dire que 5 moins x est plus grand que 0, c'est-à-dire que x est plus petit que 5. Et donc, sur l'intervalle 0,5, fermé en 0 ouvert en 5, f' est strictement positive. Et donc, en 5, f' s'annule, et puis sur l'intervalle 5,20 ouvert en 5, f' est strictement négative. On en déduit que f est strictement croissante sur l'intervalle 0,5, fermé en 0, fermé en 5, et strictement décroissante sur l'intervalle 5,20, fermé en 5, fermé en 20. Et tout ce qu'on vient de faire ici, évidemment, nous permet de justifier à la fois le signe de la dérivée, donc les variations de f. Alors, petite cerise sur le gâteau, on va utiliser une calculatrice pour tracer la courbe de f, notamment. Alors, j'ai qu'une TI, et sur TI, on va tout en haut à gauche, f de x, on obtient les fonctions y1. Alors, on va taper 40x, multiplié par exponentielle, moins 1 sur 50. Alors, le signe moins, c'est un signe d'opposé. Et puis là, on a intérêt à mettre quand même a priori des parenthèses. Sinon, on risquerait peut-être d'avoir un petit souci. X au carré. Alors, soit chapeau 2, soit le carré directement. Voilà l'expression de notre fonction. Alors, comment on va s'intéresser à l'équation f de x égale 90 après? Je vais mettre dans y2 90. Comme ça, on va avoir des choses.
Alors évidemment, si j'appuie sur le graphe, il peut y avoir un problème puisque la fenêtre n'est pas adaptée. Alors si je prends dans Zoom le numéro 6 qui est la fenêtre standard, peut-être qu'on va voir des choses, on voit, ça ressemble pas du tout au graphique de l'annexe. Donc ici, on va constituer une table de valeurs, mais il va falloir les définir. Donc je vais aller dans Second et au-dessus de fenêtre, il y a définir la table. Alors on va commencer à 0. On travaille sur 0,20. Pour l'instant, on va prendre un pas de 1. La table se situe tout en haut à droite, au-dessus de graphe. Donc Second table. Et puis, les valeurs de Y2 ne nous intéressent pas trop ici, mais enfin, il y a 90. Donc, la valeur maximale, on sait qu'elle est atteinte en 5, et f de 5 est environ égal à 121,3. Donc, on essaie de repérer les valeurs minimales et valeurs maximales. Alors ici, valeur minimale, c'est plutôt 0, valeur maximale 121. Bon, on peut continuer un petit peu le travail qui consiste à aller regarder jusqu'à la valeur 20, qui va être très petite, proche de 0. Bon, au passage, on peut se dire, tiens, quand est-ce qu'on passe par 90? Si c'est le cas, alors là, il y a un petit souci, il faut poursuivre dans la colonne des X. Eh bien, on voit que ça peut arriver entre 7 et 8. Mais ça va pouvoir arriver aussi entre 2 et 3. Bon, essayons de régler la fenêtre. Donc, on va avoir X-min, on va prendre 0. X-max, on va prendre 20. Alors, la graduation, disons 2 en 2. 0 à 20. Y-min, on pourrait prendre 0. Mais comme en général, on aime bien avoir un petit peu de place en dessous de l'axe abscisse. Alors, comme la valeur maximale, c'est 121, ici, je vais mettre 140, par exemple. Et donc, essayer de mettre ici une valeur qui est à peu près la valeur maximale divisée par 5, ça ferait moins 30. Je vais mettre moins 20. Et puis, la graduation, plutôt de 20 en 20. Graphe, tout en haut à droite, on appuie sur le graphe, le reste, on s'en occupe pas. Voilà, ça ressemble beaucoup plus au graphique donné dans l'annexe 1, sauf qu'ici, on a aussi la droite d'équation y égale 90, qui coupe la courbe en 2 points. Alors, en plus, on peut avoir des valeurs approchées. Alors, évidemment, tout dépend du modèle de calculatrice, mais bon. Alors, on va essayer de le faire. Alors, il y a un menu qui s'appelle Calcul, tout en haut, au-dessus de Trace, et on va voir qu'avec ce menu, on va pouvoir faire des choses. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'intersection de la courbe et de la droite. Alors, il y a 2 points d'intersection, il va falloir le faire 2 fois. Alors là, on est placé plutôt à droite. Alors, je vais avec la petite flèche, je vais plutôt me diriger vers la gauche. Avec les flèches, on peut passer d'une courbe à l'autre. Flèche du haut, flèche du bas. Donc là, je vais dire entrée, première fonction. Deuxième fonction, entrée. Encore entrée, la valeur initiale. Bon. Et puis là, on obtient tout en bas de l'écran l'intersection. Apparemment, c'est pour une valeur de X proche de 2,57. Et puis, quand on recommence ce travail pour essayer d'atteindre l'autre valeur, on va refaire calcul. Intersection numéro 5. On va se placer plutôt à droite. Bon, si on se déplace sur la courbe bleue, on va moins vite, mais c'est pas très grave. On se place pas trop loin du point d'intersection. Première fonction, on dit entrée, entrée. Valeur initiale, on laisse. Et on n'obtient que ce deuxième point pour abscisse environ 7,94. Bon, on va retourner à l'énoncé. Question 2a, démontrer que l'équation f de x égale 90 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0,5, fermé en 0, fermé en 5, et ensuite placer le réel alpha sur le graphique donné en annexe. Alors ici, démontrer que on sent qu'il va falloir utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires.
Alors, première rédaction possible, on trace un tableau de variation. Ici, j'ai pris la restriction de la fonction f à l'intervalle 0,5. On connaît ces variations. Et puis, on place le nombre 90 qui aura un seul antécédent qu'on appelle alpha. Donc, on pourrait dire le genre du bac, d'après le tableau ci-dessus, l'équation f de x égale 90 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0,5 fermé au 0 fermé en 5. Bon, moi, je préfère qu'on rédige. Je poussais mes élèves à rédiger, notamment dans le type du post-bac. Alors, on sait que f est dérivable sur l'intervalle 0,5, donc f est continu sur cet intervalle. Première chose. Deuxième chose, f est strictement croissante sur l'intervalle 0,5. Troisième chose, l'image par f de l'intervalle 0,5, c'est 0,200 divisé par racine carrée de e. Et puis le réel 90 appartient à cet intervalle 0,200 sur racine carrée de e. Donc on en déduit que l'équation f de x égale 90 possède une solution unique alpha dans l'intervalle 0,5, fermé en 0 fermé en 5, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors pour le placement du réel alpha, je l'ai donné sur un graphique à la page suivante parce qu'il y a aussi à placer le réel plus tard bêta. Alors ce graphique, la droite d'équation y égale 90 coupe la courbe en 2 points que j'ai appelés A et B, le point A pour abscisse alpha. Et puis ici on a en même temps le point B qui est pour abscisse bêta. Alors j'ai quand même placé le sommet de la courbe, il est facile à placer puisque son abscisse c'est 5. Et puis, petite tangente horizontale en ce point, puisque la dérivée s'annule en 5. GeoGebra peut nous donner des valeurs approchées de alpha et bêta. Évidemment, on n'a pas GeoGebra le jour du bac, mais on a la calculatrice. Question 2b, on admet que l'équation f de x égale 90 possède une solution unique notée bêta dans l'intervalle 5,20 ouvert en 5 fermé en 20. Placez le réel bêta sur le graphique donné en annexe, on l'a vu, et puis justifier que 7,94 strictement inférieur à bêta, strictement inférieur à 7,95 à l'aide d'une calculatrice. Donc je reprends la calculatrice, on va quitter le mode graphique. Et puis, on nous demande de vérifier un certain nombre de choses. Alors, je rappelle que la fonction qui nous intéresse, petit f, ici, elle est écrite dans Y1, ce qui fait qu'avec ce genre de calculatrice, on peut aller chercher la variable Y1 qui se situe ici, dans var, deuxième colonne, fonction, et on prend Y1. Et puis Y1, la valeur qu'on nous demande, que j'ai oublié, alors je crois que c'est 7,94. En tout cas la première. C'est un petit peu au-dessus de 90. Et puis la deuxième, alors second, entrée, ça donne précédent, et donc il n'y a plus qu'à changer le 4 en 5, si mes souvenirs sont bons. Effectivement, on passe de une valeur qui est un peu supérieure à 90 et une valeur qui est un peu inférieure à 90. Bon, il n'y a plus qu'à rédiger. Alors, f de 7,94, c'est environ 90,01, et puis f de 7,95, c'est environ 89,84. F de 7,94 est bien plus grand que 90, plus grand que f de 7,95. Donc, f de 7,94 est plus grand que f de bêta, plus grand que f de 7,95. Ici, on a les images de 7,94, bêta, 7,95. Il y a un rangement dans l'ordre décroissant, mais comme la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 5,20, pour passer aux antécédents, on change de sens et on obtient 7,94, strictement inférieur à bêta, strictement inférieur à 7,95. Et de toute façon, on n'avait pas le choix. Il fallait bien changer le sens puisque 7,94 va être plus petit que 7,95. Alors, question 2c. On admet que alpha est compris entre 2,56 et 2,57.
pour aller vérifier avec la calculatrice, déterminer un encadrement de bêta moins alpha. Vérifions peut-être ce que on lui dit, 2,56. Si mes souvenirs sont bons. Donc l'image de 2,56 par f, c'est un nombre un peu inférieur à 90, et l'image de 2,57 par f est un peu supérieur à 90, donc ça va. Alors on nous demande un encadrement de bêta moins alpha. Alors ici il va falloir faire un tout petit peu attention, parce que quand on a des encadrements, on peut ajouter membre à membre, on peut multiplier membre à membre des réels strictement positifs, mais ici il y a une soustraction. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'encadrer à partir de l'encadrement de alpha, on va encadrer moins alpha. Et donc comme alpha est strictement compris entre 2,56 et 2,57, on obtient que moins alpha est strictement compris entre moins 2,57 et moins 2,56. Il y a un changement de sens quand on multiplie par moins 1 et j'ai rangé dans l'ordre croissant. J'aurais pu préciser. Donc je vous ai ajouté quand même l'étape intermédiaire. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Nous, on connaît un encadrement de bêta, 7,94 plus petit que bêta plus petit que 7,95. Et on connaît un encadrement de moins alpha, moins 2,57, strictement inférieur à moins alpha, strictement inférieur à moins 2,56. Donc on va ajouter là membre à membre. Par addition membre à membre, on va obtenir 7,94 moins 2,57, plus petit que bêta plus moins alpha, ça fait bêta moins alpha, plus petit que 7,95 moins 2,56, et donc par calcul, on obtient que bêta moins alpha est strictement compris entre 5,37 et 5,39. Alors, si vous faisiez l'erreur de soustraire membre à membre, vous auriez le même nombre à gauche comme à droite, alors il y aurait un petit problème, vu les inégalités strictes. Bon. Question 2D, pendant environ combien de temps arrondi à 0,1 seconde, l'intensité du bruit de l'avion est-elle supérieure ou égale au seuil de tolérance de l'oreille humaine, fixé à 90 décibels? Et oui, parce que, voilà, vous avez la courbe là, évidemment, entre les valeurs alpha et bêta, l'intensité du bruit de l'avion va être très désagréable pour l'oreille humaine, j'en sais quelque chose, puisque je suis quasiment sourd de l'oreille droite, et bon, c'est comme ça. Alors, d'après le graphique et d'après tout ce qu'on vient de voir, on peut dire que f de x est supérieur ou égal à 90 si et seulement si x est compris entre alpha et bêta. Et donc, l'encadrement de bêta moins alpha qu'on a trouvé va nous permettre d'avoir justement cette durée. Bêta moins alpha est compris entre 5,37 et 5,39, et donc on peut dire que bêta moins alpha est environ égal à 5,4 secondes. Et donc la conclusion, c'est que l'intensité du bruit de l'avion est supérieure au seuil de tolérance de l'oreille humaine fixé à 90 décibels pendant environ 5,4 secondes, protégeant les oreilles de tous ces bruits. Voilà. Sur le dessin, on voit à peu près entre 2,5 environ pour alpha et bêta qui est proche de 8 que pendant 8 moins 2,5 secondes, ça fait 5,5 secondes. Il vaut mieux se protéger. Voilà, la correction de cet exercice est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée en ce 26 novembre 2024. Il est 9h44 pour moi. Prenez bien soin de vous surtout, que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique, au revoir.